bon, outre le fait que c'est l'écriture de Fassbinder qui vous intéresse vraiment, c'est que vous faites un lien entre la révolte que porte Fassbinder et la révolte que porte Fassbinder, que fait porter Fassbinder à Geishe dans le texte. Elle vous semble en lien avec notre époque. Est-ce que ça, vous voulez bien en dire quelque chose? Oui. Fassbinder l'a fait rarement durant sa carrière courte. Hein, il est mort à 37 ans. Je ne sais pas si tout le monde le cerne. Il a produit énormément de films, 44 films et une dizaine de pièces de théâtre. Donc une surproduction comme ça. Il est mort à 37 ans avec encore plein de projets. Et là, rarement il l'a fait. Là, il s'est inspiré d'un fait historique, d'un fait divers qui l'avait marqué. Donc l'histoire de cette femme, Geishe Gottfried, qui a assassiné une quinzaine de personnes et en a empoisonné en tout une quarantaine, et qui a été considéré et qu'on surnommait l'ange de Brême, parce qu'en plus de les, évidemment, elle les a tués en secret, elle les a empoisonnés, mais elle était à leur chevet, elle prenait soin des agonisants, et donc elle était, pour la population de l'époque, en tout cas la manière dont les médias, les journaux locaux en parlaient, elle était doublement maudite. C'est-à-dire non seulement tout son entourage mourait, mais en plus c'était doublement maudite pour cette raison-là, mais elle était appelée l'ange de Brême parce que elle était considérée comme presque une sainte. Et à sa mort, c'est un événement incroyable. Il y a eu des meurtres, c'est-à-dire qu'elle a été, suite à un procès, ça a mis beaucoup de temps avant qu'on sache que c'est elle qui avait assassiné tout le monde, et elle a été décapitée sur la place publique de Brême. C'était la dernière exécution publique. Et les autres se sont entretués. La foule était nombreuse, des dizaines de milliers de personnes, d'après les témoignages, et les gens se sont entretués par dizaines pour la tuer de leurs propres mains. C'est-à-dire qu'elle a cristallisé une haine incroyable au début du 19e siècle. C'était la plus grande serial killer de l'histoire à ce moment-là. Et le théâtre de Brême a demandé à Fassbinder d'écrire un texte. Et il s'est rappelé de cette histoire, qui est très, qui est plutôt célèbre dans cette ville, pour en faire une sorte d'appui sur sa volonté de porter une forme de combat féministe, si on veut. Fassbinder était une forme de féminisme, je dirais, parce que c'est un être complexe, hein, Fassbinder, et qui prône à l'époque, donc on est au début des années 70, hein, qui prône une forme de révolution, mais je ne pense pas que ça va passer par le politique ou par le changement de la société, mais vraiment par la sphère intime d'abord. Et il appelle dans beaucoup d'interviews à une forme de révolution de l'intime, de remettre en question le rapport au couple, à son compagnon, à sa femme, et à la famille, les liens familiaux qu'il veut faire exploser. Tout ce qui régit une société extrêmement paternaliste à Munich, en tout cas au début des années 70. Et il se sert un peu de cette histoire, de ce fait divers, pour essayer de développer cette incitation, je dirais, à la remise en question de la place des femmes dans cette société-là en Allemagne, et puis la place de la religion aussi, qui est interrogée dans la pièce, et puis l'idée de mettre, d'essayer il y a quelque chose du paternalisme qui ne supporte pas, quoi. Enfin, en tout cas, essayer de remettre ça en question. Mais il est très radical, et c'est une partie je parle beaucoup, puis après je vais me taire, mais c'est une partie dans son travail, il est très radical, y compris dans son cinéma. On n'est pas dans du réalisme, on est plutôt sur des formes plutôt antinaturalistes, où c'est très brutal, c'est assez brusque, et c'est très primitif, très simple. Comme juste ça. pour déplier dans la pièce la succession des morts, son premier mari, donc le premier meurtre, c'est le meurtre de son premier mari qui s'appelle Miltenberger, si mes notes sont bonnes, dont elle est visiblement amoureuse au tout début de la pièce. Elle lui demande quand même de coucher avec lui. Enfin voilà, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Et puis on sent que ça bascule et qu'elle va le tuer. Elle met de l'arsenic dans son café, ce qu'elle fait à tous ceux dans la pièce, à tous ceux, elle les tue tous comme ça. Miltenberger lui dit quelque chose d'admirable: ne déraille pas, femme,
tu as encore besoin d'apprendre qui est le maître, qui est le maître des lieux, pardon, et qui a droit au désir. Ça évoque des choses qui nous sont proches. Elle tue Miltenberger. Ensuite, elle va tuer sa mère. Je fais la succession chronologique dans la pièce. Mère qui vient lui dire qu'elle n'est pas une femme comme il faudrait. Elle ne reste pas à sa place de femme prescrite par la religion. Puis, pour garder son deuxième mari, elle tue 2 de ses enfants, parce que 2 de ses enfants insupportent son deuxième mari qui s'appelle Gottfried, à qui elle fait un gosse. Enfin, elle tombe enceinte de ce Gottfried. Quand il s'en rend compte, évidemment, il est furieux, mais il va accepter de l'épouser du fait qu'elle est enceinte et du fait qu'elle est endeuillée par la mort de ses 2 enfants. Le jour du mariage, au moment où le prêtre scelle les liens du mariage, il meurt empoisonné lui aussi. Voilà. Ensuite, c'est le père qui passe. Elle déclenche une fausse couche. Voilà. Bah oui, c'est la moindre des choses. Ensuite, c'est le père qui passe, je crois. Puis son frère qui vient. Le père est tué. On voit clairement comment ça bascule. Encore une fois, c'est dans le texte de Fassbinder. C'est le moment où le père veut la marier à l'employé de l'entreprise familiale Baum, qui refuse de se marier avec elle en disant qu'elle est trop intelligente. Donc, elle les désigne tous les deux. Puis le frère qui vient pour reprendre l'affaire familiale, elle s'oppose au fait que quelqu'un puisse être patron de l'affaire à sa place. Et enfin, l'amie voisine Louisa, la seule femme, en effet, qui lui dit... Il y a la mère. Il y a la mère, oui. Qui lui dit, pour être aussi belle avec autant de malheur, il faut avoir le diable pour allié. C'est là où elle la tue. Et il y a 2 moments où elle avoue les meurtres. C'est au prêtre qui l'a mariée à Gottfried, je crois, sous couvert de la confession. Elle lui révèle qu'elle l'a empoisonné. Et à son amie Louisa, quand les effets du poison se font sentir, elle lui dit qu'elle l'a empoisonné. Voilà. Comment vous, dans le spectacle, parce que vous avez dit que voilà, vous étiez attaché au texte de Fassbinder et de ses didascalies qui sont en effet nombreuses, comment vous avez interpréter ou envisager cette série de meurtres et cette position de Geisha, et éventuellement comment elle évolue dans le jeu au cours de la pièce. J'ai essayé de suivre ce qu'a fait de manière très habile Fassbinder. Fassbinder est très cultivé et s'amuse avec les conventions théâtrales. Il sait qu'il va choquer, il pousse le cynisme très loin en étant aussi direct, quoi. Je reviens juste sur la première séquence. Il y a quelque chose qui me revient, c'est-à-dire qu'effectivement, ça démarre comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un monologue, un peu un monologue qui est une forme de caricature un peu du type très assez odieux en donnant des ordres, occupe-toi des enfants, sers-moi à boire, etc. Et elle lui dit, j'ai envie de coucher avec toi. Et c'est comme si la formulation de cette chose-là, très directe, déclenchait la tempête et une pluie de coups s'abat. Et ensuite, elle est frappée devant les amis. Enfin, c'est comme un spectacle. Les amis sont conviés à venir boire du schnapps et c'est une humiliation publique, quoi. Je peux faire une parenthèse, oui. Parce que justement, dans cette première scène, justement, donc il y a ce moment-là, les amis du mari arrivent, ils sont tous ivres morts. Et la conversation qu'il y a entre les hommes, ils parlent de pute. Ils parlent d'une maison close et du fait que l'une d'entre elles, dans la maison close, l'une des prostituées, a visiblement une chaude-pisse ou quelque chose comme ça. Elle a syphilis. Bon. Et c'est comme ça que ça s'articule. Bon, ça fait le lien avec ce qu'on entend. Et donc, il y a, ce qui amuse Fassbinder, c'est souvent de faire en sorte que les bourreaux ne soient pas... que les méchants ne soient pas toujours ce qu'on va imaginer jusqu'au bout et que les victimes, surtout, ne sont pas toujours les gentils, quoi. C'est-à-dire que souvent, il aime que la victime se venge et aille trop loin dans sa vengeance. Ça, c'est un schéma qui se reproduit beaucoup dans tous ses films et dans une partie de ses pièces. Et là, en l'occurrence, son plaisir, c'est que faire en sorte que le public, les spectateurs, aient une vraie compassion pour cette femme et comprennent la raison pour laquelle elle les tue. C'est comme si c'était légitimé à chaque moment. Ils sont tellement odieux que la seule manière de s'en débarrasser, c'est de les tuer, y compris les enfants. Je crois que c'est son tour de force. C'est en ça qu'il est génial, Fassbinder, c'est qu'il arrive à faire en sorte que
on comprenne qu'elle tue ses enfants. On l'accepte en tout cas. Tellement la manière dont elle est présentée en tant que victime, femme abusée, ouais, il y a une forme de compassion et je trouve ça jubilant puisque à un moment, à la fin de la pièce, ça va trop loin. C'est-à-dire que les meurtres deviennent gratuits quasiment. Alors, en tout cas, celui alors d'un point de vue après psychanalytique, je ne sais pas ce qu'on pourrait en dire, mais quand effectivement elle a une suspicion de diabolisme, quoi. Le diable est évoqué. Et c'est à partir de là que elle tue sa voisine. Et donc, oui, il y a un plaisir de Fassbinder, on le sent. Il y a une forme, là, pour le coup, de jubilation, comme ça, de faire en sorte que tous ces meurtres passent, quoi. Les spectateurs ne la lâchent pas. Elle devient une forme de championne pour l'épanouissement des femmes dans la société. Et on suit son chemin et on espère qu'elle continuera à s'épanouir, quoi. Elle reprend l'affaire familiale, elle devient autonome économiquement et tout ça, et jusqu'à ce que ça aille trop loin. Et donc, il y a vraiment, je crois que Fassbinder aime cette idée-là de créer une forme de vertige moral, c'est-à-dire non, elle va trop loin, à quel moment je la lâche, à quel moment ça devient quelque chose d'irrecevable, à quel moment elle est folle. Et donc, il y a ce plaisir-là chez Fassbinder de déclencher ces problèmes moraux, quoi, vraiment, et puis qui vont plus loin sur la question de la justice. Est-ce qu'une femme peut être est-ce que c'est parce qu'il y avait Jacqueline Sauvage, il y avait cette affaire-là en France au moment où moi j'ai choisi de monter la pièce. Et donc moi-même, ça m'a fait réfléchir sur cette question-là, sur l'équité et sur est-ce qu'une femme doit être jugée de la même façon qu'un homme dans ces circonstances. Parce que c'est aussi la question de la violence domestique qui voilà. Mais au-delà de la violence domestique et du lien social dominant à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, est-ce que là, ce que vous dites, j'entends quasiment qu'en gros, ce à quoi Fassbinder s'amuse, c'est de nous entraîner dans la pulsion de cette femme. Un peu, ouais. J'avais cette sensation-là et au fur et à mesure des répétitions, en plus, je me rendais compte de cette dimension-là. Non, son réel plaisir, ça va être de choquer le bourgeois. À l'époque, en tout cas, dans les années 70, c'est ça. Et de proposer une forme de révolution et de remise en question des habitudes. Et donc, c'est ça, son plaisir. Dans la pièce, après chacun des meurtres, Geishe prie et elle récite une cantate de Bach, qui est la cantate numéro 158. Et dans ce petit temps-là, de cette aria plus chorale, c'est comment la voix de la soprane va venir à la fois se mouler sur le texte et la voix de la basse, et peu à peu s'en détacher pour dire tout à fait l'inverse de ce que vient dire le basse, et notamment, il y a un moment donné où la soprane dit, en fait, avec toi, il n'y aura que guerre. Bon, voilà, c'est juste pour vous planter le décor. Mais voilà, dans la pièce, qu'est-ce que vous en faites de Bach et de ce rapport de Geishe à la religion? Ben, on s'est posé des questions, j'ai toujours pas tranché, même si la pièce, ça y est montée, c'est au spectateur de se raconter ce qu'il veut. En tout cas, c'est vrai que la musique est particulièrement belle. Et donc, Geishe, systématiquement, l'actrice Valérie Préville a voulu les chanter. Donc, on a fait un long travail de plusieurs mois pour qu'elle puisse chanter réellement, elle, en direct, à la fin de chacun des meurtres. Donc, c'est très ritualisé. Hein, elle se met à genoux, c'est voulu par Fassbinder dans le texte. Elle se met à genoux, devant la croix et elle chante systématiquement à la fin de chacun des meurtres, des empoisonnements. Mais souvent c'est des empoisonnements fulgurants, quoi. Elle chante ce cantique. Et on se demandait si elle le chantait par culpabilité, si on veut, pour que Dieu lui pardonne de ce qu'elle a fait, ou pour eux, pour les libérer et pour les
accompagner dans leur voyage vers un monde meilleur, parce que l'enfer est ici, elle le dit aussi, ça, l'enfer est sur terre. Donc, on s'est toujours posé cette question-là. En tout cas, elle le fait avec plaisir. Elle va jusqu'au bout des cantiques. Il y a une, ça n'apparaît pas comme une contrainte. Ça paraît comme quelque chose de libérateur. Voilà sur la musique. Moi, c'est un très beau moment. Je trouve que chez Bach, il y a quand même cette, alors que c'est inclus dans la morale religieuse, dans le discours religieux, il y a quand même ce rapport immédiat au corps. Oui, c'est plein de désirs. Moi, j'entends. C'est aussi une opposition. Quand Fassbinder veut dénoncer un peu le côté machiste, je sais pas, de l'époque, et l'emprisonnement c'est luthérien là-bas, c'est des protestants, voilà. Et Bach aussi. Et donc, il y a ce jeu-là entre le protestantisme à l'époque qui est assez strict, et puis le désir, et la chose. Il y a quelque chose de presque sensuel, de charnel, de sexuel, pour moi, chez Bach. Et il y a une friction, en tout cas, avec le cadre austère du protestantisme. Alors, est-ce que vous seriez d'accord si je vous propose la chose suivante comme lecture de cette pièce, de la figure de Geshe qu'en fait Fassbinder? C'est articulé à partir de ce qui a été dit notamment hier par Angela Gesuino et la discussion avec Christiane Lacôte qui aurait dû discuter si on avait eu, avait été hier, qui est que Geshe, elle peut tout à fait s'articuler au fantasme d'un homme. Elle peut tout à fait être une bonne épouse, une bonne mère. Elle sert le café, elle court pour servir le schnapps, pour donner des tartines. Tout ça fonctionne très bien. C'est quand tout d'un coup elle refuse d'être complice qu'il n'y a plus rien qui peut l'arrêter et que ça ouvre au meurtre. Oui. Ça ouvre au meurtre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'appui sur un homme, je veux dire comme ça pour faire. Je crois que c'est vraiment Christiane Lacôte qui disait, c'est à peu près comme ça dans une des discussions hier, donc je n'ai pas pu ne pas entendre qu'il s'agissait vraiment d'une lecture de ce texte. Et puis ça renvoie aussi à un texte, une conférence de Charles Melman qui doit avoir maintenant une dizaine d'années, je crois, sur la question de la pulsion. C'est une femme qui est en gros, qui est prise par cette question, par cette marche en avant. C'est pas possible d'y résister. Claude Landman évoquait ça à partir du texte de Guy de Maupassant ce matin, comme une envie de femme enceinte, et ça fonde sur la destruction de l'objet. On peut tout à fait lire la pièce de cette façon. Effectivement, il y a quelque chose qui se dérègle. Si on part du principe que ça roule, il y a quelque chose qui se dérègle, et les meurtres s'enchaînent. Mais parce que sans doute quelque chose se résout aussi après le premier meurtre. Quelque chose se résout, mais c'est comme si elle avait, senti qu'il y a un truc qui marchait et qu'elle a cherché à le reproduire. Et ça se redérègle dans l'autre sens, ça va trop loin. Il y a une pensée qui se fait aussi, il y a une radicalité, il y a une conscience qui commence, presque une dimension politique qui apparaît progressivement chez elle. C'est-à-dire que oui, j'ai raison de le faire, ça. Oui, j'ai raison de libérer les femmes de l'emprise de l'homme. Oui, mais ça vient petit à petit. Et ça s'emballe aussi, c'est-à-dire que ça ne peut pas tenir longtemps. Donc, en termes de dérèglement, je suis tout à fait d'accord. Et après, il y a une chose que je voulais rajouter aussi, c'est que Fassbinder nous fait comprendre très vite aussi que les deux sont emprisonnés, les femmes et les hommes, dans ces schémas, évidemment dans les normes sociales, mais que
mais que c'est aussi offrir à l'homme une forme de, de libération. Enfin, bon, après, elle est très courte parce que c'est le temps de son empoisonnement, mais il y a quelque chose. Euh, évidemment, il est conscient, le féminisme va de pair avec cette idée que, enfin celui de Fassbinder en tout cas, que tout le monde est emprisonné, hein, évidemment, les hommes aussi, dans ces schémas. Je vais juste repointer les deux choses que vous venez de dire pour que chacun de nos collègues qui participent là les entendront avec nos conceptualisations, mais de cette manière que vous avez eue de lire dans la pièce que la rencontre, j'ai envie de dire contingente, que fait Guécheux de cette jouissance quand elle désigne le premier mari, ça ouvre un champ qui était inexistant pour elle et qui va être difficile de contenir. Oui. Il y a une envie de reproduire. Ouais. Et que du coup, bon, pas du coup, mais en tout cas, et que parallèlement, l'autre point, c'est-à-dire que si une femme refuse d'être complice du fantasme d'un homme, je vais le redire comme ça a été dit hier, ça en modifie quelque chose chez l'homme. Ça en modifie quelque chose pour cet homme. Je reprends ça moins politiquement féministe que ce que vous disiez, mais qu'en tout cas pour l'articuler de cette manière. Et en fait, c'était un peu une des questions qui me travaillait. Et peut-être ce sera la dernière, Jean-Paul, tu nous dis quand il faut qu'on s'arrête. C'était une des questions qui me tournait dans la tête en préparant cette rencontre, c'est que là, on parle de cette figure de femme, de cette femme, pour tenter de savoir un petit peu quelque chose de ce qu'il en serait d'un éventuel fantasme féminin, ou plutôt des modalités d'articulation du désir et de la jouissance pour une femme. Ouais, mais c'est quand même un homme qui écrit ça. Et en plus, on est aussi deux mecs, mais bon, ça, c'est Tatiana et Angela qui nous ont choisi. Mais voilà, alors que peut-être, il me semble que j'ai entendu quelque chose comme ça dans l'intervention précédente de Colette Solaire, c'est aussi qu'est-ce qu'une femme pourrait en dire? Alors, est-ce qu'à votre avis, comment ça s'appelle, Fassbinder remplit sa mission? Est-ce qu'il fait entendre quelque chose d'un truc qui serait proprement féminin? Et, quand je monte la pièce, c'est 2 ans après le début de MeToo et tout ça, il y a quelque chose évidemment qui se passe, c'est-à-dire il y a une gêne de se dire, enfin moi ça me l'a fait en tout cas, il y a une gêne de se dire que ce texte de Fassbinder qu'il a écrit dans les années 70 est toujours résonne toujours de manière enfin, d'un point de vue, en tout cas au niveau de la société, ça résonne toujours, c'est presque gênant, ça résonne toujours. Et donc, je m'interroge, moi, j'ai rien résolu du tout. Je m'interroge. C'est pas comment dire, j'ai pas choisi de monter cette pièce parce qu'il y avait MeToo et tout ça. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. C'est des vraies questions, moi, mais là aussi, la politique et sociale qui m'intéresse, enfin, la parité, etc. Là, je viens d'être nommé effectivement directeur d'un théâtre. Et j'avais peur parce que ça fait une série de 4 hommes. Et donc, ça joue maintenant, effectivement, sur les nominations et tout ça. Donc, toutes ces questions m'intéressent, moi, réellement. C'est que les quotas, la parité, etc. Enfin, et donc, évidemment, pour moi, c'était aussi vouloir que les gens puissent réfléchir un peu sur ces questions-là. Et puis, la question de la justice m'intéresse. Mais alors, je dépsychanalyse à chaque fois. Est-ce que, j'ai encore une question et une remarque. Une question. Vous êtes intéressé énormément à Genève. Et pourquoi ne pas monter les bonnes? J'ai déjà travaillé sur les bonnes. Je l'ai montré un jour. Oui. C'est une pièce sur laquelle je tourne depuis 10-15 ans. Hein. C'est passionnant. Est-ce que vous faites un lien entre Liberté à Brême et les bonnes? Je n'y ai pas songé. Ce qui m'intéresse chez Jean Genet, vraiment, c'est très net, c'est que les personnes enfermées du même sexe, souvent c'est un schéma qui est reproduit chez lui,
les personnes du même sexe qui sont enfermées, le drame naît de l'absence du sexe opposé. C'est souvent ça. Haute surveillance condition en prison, c'est le corps tatoué d'une femme qui vient déclencher les hostilités et les meurtres. Les bonnes sont entre elles et c'est le fantasme du mari qui est évoqué, ou du laitier qui est évoqué et c'est de là que le meurtre arrive. J'ai l'impression qu'il reproduit toujours ce schéma Jean Genet. Non, j'ai pas réfléchi dans ces termes-là sur Liberté Royale. C'est vrai qu'elle est entourée d'hommes. C'était juste sur cette connivence, je dirais, entre les deux, les bonnes et cette liberté à Brême, pas spécifiquement, parce que rien ne dit que Guéchet est forcément psychotique, pas précisément sur la psychose, mais en tout cas d'une jouissance bornée mais ouverte et qui du coup n'a pas de limite. Qu'est-ce qui vient faire arrêt, sauf peut-être le meurtre. Je suis d'accord. Oui. Voilà. Oui. Je suis d'accord sur ces deux textes et sur les deux figures même de Genet et de Fassbinder. Il y a quelque chose de cousin. Et du coup, on peut dire ça comme ça, c'était ma remarque, ce que fait Fassbinder et ce que fait sans doute Genet, mais alors là, les autres, je ne l'ai pas dit depuis quelque temps, c'est qu'il vient représenter cette possibilité-là d'une jouissance ouverte, pour le dire comme ça. Qu'est-ce que ce serait qu'une manière féminine de le faire? Ce serait peut-être de ne pas le représenter tout à fait. Et en fait, mais c'était aussi en lien avec des remarques d'hier, d'écriture de femmes, les textes littéraires de Catherine Milhaud, je parle des textes littéraires de Catherine Milhaud, Abîmes ordinaires ou Aux solitudes, ou alors le dernier texte auquel je pense là de Sarah Schiff, que je n'évoque pas pour ses qualités spécifiquement littéraires, mais pour ce qu'il indique de ce que je suis en train de dire, où Sarah Schiff, ça doit être Saturne, le dernier texte, et Vanessa Springora, c'est le consentement. Vous savez, c'est ce texte qui a déclenché ce qu'on vient d'appeler l'affaire Maznev. Mais en tout cas, ces trois femmes viennent indiquer comment, tout d'un coup, quand un chant s'ouvre, elles le portent dans l'écriture. Il y a quelque chose de sans limite qui mène aux confins de l'amour. Il y a une autre chose, c'est que Fassbinder et Jean Genet sont Fassbinder bisexuel, Jean Genet homosexuel, et les deux ont un rapport complexe aux femmes et le disent. Fassbinder était marié, mais tout en ayant un compagnon durant toute sa vie. Jean Genet a souvent dit que les trois femmes de sa vie, c'était sa mère, Jeanne d'Arc, et puis une bêtise comme ça. Et en même temps, ils ont écrit des pièces magnifiques pour les femmes. Et donc, quand vous parlez de jouissance, c'est assimilé au meurtre, c'est ça? Oui, le meurtre va être une jouissance. Et les deux questionnent ça de manière très forte, effectivement, quand j'y repense, parce qu'il n'y a pas que les bonnes, il y a d'autres textes de Genet où il est vraiment là-dessus. Et Fassbinder aussi, la figure féminine centrale, soit la pute, soit la femme violentée, quoi. C'est très présent dans toute sa littérature. Peut-être qu'il va falloir qu'on interrompe un tout petit peu votre entretien pour donner un peu la parole à la salle qui a la chance aujourd'hui de pouvoir poser des questions à Cyril Gourmelon éventuellement. Oui. Oui, je peux me lancer, Johanna Feinemann. Vous m'entendez? Oui. Oui, alors, j'ai de grandes questions. N'est-ce pas que cette Guéche tue chacun qu'elle trouve devant qui veut lui empêcher, c'est-à-dire d'utiliser sa tête. C'est ça qu'elle revendique, qu'elle est femme, mais elle est aussi mensch, et qu'elle a une opinion, un intellect, qu'elle peut être à la guide de sa boîte de cuir. Et chaque fois qu'on met en doute ça, qu'on veut, non pas met en doute, mais veut le lui interdire, elle tue. Et c'est un peu, c'est très bien ce que Madame Soler a dit avant. C'est
c'est un trait d'union, c'est être d'un côté qui désire, mais qui veut exprimer ça comme ont le droit de le faire les hommes. Elle dit, étant la femme qui aime, qui désire, la Heimat d'une femme, c'est un homme. Et puis, non, elle dit, elle tue sa voisine, son amie, Hanna Shigula, quand celle-là dit qu'elle veut bien servir son mari, hein, qu'elle aime cette position. Alors, c'est les deux. Elle dit, quel est le but, l'intérêt des êtres humains, des Menschen? C'est vivre sa vie. Et moi aussi, je suis un Mensch. Hein? C'est ça qu'elle dit. Oui, elle dit, et voilà, enfin, ce sujet qu'elle est, et puis cette femme qui désire, et cette femme qui prétend d'avoir les droits des Menschen. Vous venez de me dire de ce que je comprends. Juste pour préciser que c'est une forme qui existe moins en France, mais ça s'appelle le Stationen Drama, c'est une forme de chemin de croix, c'est-à-dire que les personnages vivent des épreuves successivement et les choses se révèlent à eux progressivement. Et effectivement, elle dit assez vite, je suis une créature comme l'homme, c'est-à-dire que moi aussi je pense des choses et je pourrais décider de certaines choses. Ouais. Ceux qui font obstacle à ça sont tués. Et dans un second temps, ça se fait progressivement, il y a le plaisir de plaire, de séduire, revient dans la pièce et la découverte de ce pouvoir sur l'homme qui vient progressivement. Oui. Voilà. Ce chemin est voulu effectivement par Fassbinder. Un pouvoir absolu de tuer, de lui prendre la vie. Hein? Ouais. De l'épouser quand il est en train de mourir. C'est cela, oui. Hein? Avec un prêtre témoin. Et donc, le maîtriser, il y a quelque chose de l'ordre de la maîtrise, une volonté de maîtrise. Mais ça lui échappe au final. Maîtrise, elle va être rattrapée par autre chose. Là, en l'occurrence, par l'enquête de police ou par la société qui arrive et qui vient mettre un frein. Oui. Mais ça semble, sa dernière phrase, elle dit maintenant c'est moi qui va mourir. Comme si toute la pièce était une quête de mourir. Oui, c'est ça. À un moment donné où elle dit... C'est ce qu'il a lié à la mère, qui dit ben la vie, tu le vis au paradis, auprès de Dieu. Oui. C'est ça que la mère dit. Et Geishe, à un moment donné, à un de ses maris, juste avant de le tuer, elle lui dit je ne peux pas vivre en dehors de la passion. Et on entend vraiment que l'annonce de la fin, que c'est la passion jusqu'à la mort. Oui, absolument. Et c'est vrai qu'il y a une double chose sur enlever l'obstacle vers une quête et prendre du plaisir progressivement de manière. Est-ce qu'on dit conscient dans ce cas-là? Oui. Il y a une conscience s'ouvre et une prise de conscience du plaisir. Et elle le dit, c'est-à-dire qu'elle s'arrange, elle met des belles robes et elle met du rouge à lèvres. Elle s'affranchit. Il y a ce double parcours. Moi, j'avais une question sur la structure de cette femme. Est-ce qu'on peut parler de perversion chez elle? Est-ce que c'est une perversion purement féminine ou une perversion tout court qu'on peut rencontrer aussi chez les hommes? On se posait la question avec Cyril du fait qu'elle soit névrosée, psychotique, parce que très vite on s'est dit elle est folle, mais peut-être pas tant que ça. Donc après ça, je ne sais pas. Pas tout le temps. Pas tout le temps folle. Pas tout le temps, dit Tatiana à côté de nous. Ouais. Non, ça c'est compliqué. J'en sais rien. C'est compliqué parce qu'on a affaire au texte de Fassbinder, qui est quand même qui est une écriture. Donc, à partir de vous, Cédric, vous avez lu un peu les minutes du procès, vous avez plus d'éléments que nous? Oui, la vraie Fassbinder, enfin la vraie Geishe, c'est aussi un voyage à la quête de Fassbinder, vous l'avez compris. Mais la vraie Geishe est
est restée silencieuse et a quand même dit à son procès, il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse. Je devais le faire. Et donc, il y a eu des interprétations. Est-ce que c'était... Elle n'était pas spécialement, elle, ultra religieuse et tout ça. Hein. Donc, c'était pas Jeanne d'Arc. Mais justement, plus dans une dimension... est-ce qu'elle se rendait compte déjà des prémices d'une volonté de révolte, comme ça, sociale, je ne sais pas, ou est-ce que c'était... elle était consciente d'une forme de mission qu'elle devait accomplir pour que les choses changent. Donc... Oui, est-ce que c'était délirant aussi? Mais la remarque que je veux faire, qui est plutôt une question qui s'ouvre à moi, hein, comme ça, il y a beaucoup de pièces qui ont été faites un peu sur ce modèle. Je pensais par exemple à Coltès, à Roberto Zucco, je pensais à Sarah Kane, hein, qui effectivement finit par assassiner à peu près tout le monde, tout ce qui traîne dans le coin. Je pensais donc à ces pièces dans lesquelles, avec une finesse quand même assez invraisemblable, l'auteur de ces différentes pièces, ces différents auteurs, mettent en scène quelque chose qui ressortit d'une part de la façon dont quelqu'un ne sait ou pas de ce qui se joue dans le champ social, et d'autre part l'idée que pour en sortir, qu'est-ce qu'il faudrait éliminer, on pourrait dire, cette part qui en nous se constitue comme objet et comme victime, et faire, on pourrait dire, essayer de trouver une autre voie, ou au contraire, éliminer tout ce qui historiquement vient représenter sur scène, parce que dans le fond, le personnage, on s'en fout complètement. Ce qui est intéressant, ce sont des personnages qui se déploient à la scène. Personnages psychopathiques à la scène, aurait dit Freud. C'est ça qui nous intéresse. Hein. Est-ce qu'il faut effectivement espérer qu'on puisse éliminer radicalement du discours ambiant, du discours de l'autre, hein, ce qui parle à l'intérieur de ce trou dans l'autre, c'est sans doute le discours de l'autre aussi. Il n'y a pas que le nôtre, ni celui du partenaire. Est-ce qu'il faudrait éliminer toute trace de ce discours et partant toute trace de ceux qui l'ont propagé, tenu, soutenu à leur insu ou en le sachant parfaitement bien? Je crois que ça pose une sacrée question, hein, y compris d'abord politique, bien sûr, passer du théâtre politique, mais en même temps sur le plan des gens qui viennent nous voir dans nos cures, comment se débarrasser du poids réel de l'histoire, hein, comment effectivement l'oublier, qu'en faire, on pourrait dire d'une certaine façon. Voilà, c'était la question qui me venait par rapport à cette pièce-là. Je ne sais pas quoi dire, mais je comprends votre question, je crois. Et merci. Je me la pose. Alors, on ne peut pas toujours faire confiance aux psychanalystes pour entendre les questions. Et là, je me mets à la place d'un psychanalyste, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Je n'aurai pas de réponse. Mais dans ce mouvement, dans l'apparition d'un tel mouvement dans le théâtre quand même contemporain, ça c'est quand même pas rien. Je veux dire, c'est cette idée qu'il faudrait éliminer tout ce qui vient s'opposer physiquement, c'est-à-dire le dire, pas symboliquement. Il y a là quelque chose qui résisterait justement à la symbolisation. Il faudrait éliminer la chose réellement. Et est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question concernant le théâtre contemporain, justement? C'est ça qui me semble très intéressant. C'est le théâtre qui est né dans les années 70, hein, parce que même Coltès, bon, il était plus petit dans les années 70, les auteurs que vous avez cités, Sarah Kane, elle est beaucoup plus récente. Il y a vraiment quelque chose de la radicalisation. Je pense que ça commence parce que Fassbinder, c'est la bande à Bader. Hein, donc il y a quelque chose, une question sur le terrorisme, c'est-à-dire est-ce qu'on tuer pour des idées, voilà. Fassbinder avait tranché de manière très... et les trois en plus, les trois auteurs que vous avez cités, ont tranché de manière assez claire, c'est-à-dire que non, on ne tue pas pour imposer une idée, mais qu'est-ce qu'on fait de cette radicalité en nous aussi? Moi, la question qui est posée. Sarah Kane s'est suicidée. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette volonté d'aller loin dans le changement et dans un truc lié à la radicalité. Ça, pour moi, ça vient à partir des années 70 et ça ne s'est pas arrêté depuis. Alors peut-être qu'il y a d'autres paramètres qui sont venus complexifier un peu ça, mais chez ces auteurs, il y a cette dimension-là, c'est vrai, qui est forte. Et on parlait de Jean Genet, même d'une certaine façon chez Jean Genet. Il y a vraiment cette idée de poser la question, d'aller jusqu'au bout, effectivement, de supprimer l'autre.
d'obtenir une parole qui serait anhistorique, par exemple, d'espérer une parole qui transgresserait comme ça, qui laisserait tomber la question de l'histoire et qui pourrait être une espèce d'espoir d'une refondation? Peut-être, peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre. On parle d'absolu parfois, Fassbinder. Nombre de pièces de théâtre, cette mise en scène du meurtre, parce que quand même c'est délicieux, cette mise en scène du meurtre avec des petites tasses de thé, ça fait quand même terriblement Agatha Christie. Hein, c'est-à-dire, on est là dans quelque chose d'un raffinement. Hein, vous prendrez bien encore un dernier petit rôti. Hein, on ne sait pas ce que ça veut dire, le dernier, là, cet endroit-là. Mais est-ce qu'on est dans la fonction cathartique ou est-ce qu'au contraire, apparaît dans l'art, à un moment donné, comme vous l'avez dit, à partir des années 70, je dirais presque dans l'après-coup des années 66, encore que les derniers festivals de théâtre universitaire auxquels j'ai assisté à Nancy en 66, puisque j'en faisais partie, je faisais partie des gens qui y travaillaient, montraient déjà, venant des États-Unis et notamment d'Amérique du Sud, la violence sur scène, non pas une violence cathartique, mais une violence monstratrice, ce qui est très différent. Moi, je mettrais là une différence entre une violence monstratrice et une violence castratrice, cathartique. Et moi, ce qui me frappe là, dans ces mises en scène, c'est qu'on n'est pas du tout du côté d'une violence cathartique. Il s'agit d'une autre violence. Il s'agit de montrer, à travers la folie du meurtre, cette autre violence qui s'exerce de façon insidieuse dans la vie quotidienne de chacun et qui ne répond pas, bien entendu, parce qu'il est bien élevé, ne répond pas toujours par un meurtre, mais peut-être tout simplement par des vœux de meurtre refoulés par l'ambiance sociale. Donc j'ai l'impression qu'on distingue là, c'est pour ça que je trouve très intéressant là, ce que vous amenez, hein, qu'on pourrait faire la distinction là entre une représentation cathartique du théâtre, finalement celle d'Aristote, à laquelle Freud se réfère en général, et à une nouvelle façon de traiter cette violence, c'est-à-dire de la mettre en place sur scène comme monstration de quelque chose. Oui, je suis d'accord avec ce glissement. Alors, les artistes vont peut-être en partie répondre que c'est ce qu'ils vont percevoir de la société et qu'ils vont essayer de refléter la société médiatique ou la société du spectacle, etc. Tout ce mouvement de pensée, là, c'est depuis les années 60, effectivement, fin des années 60. Et je suis d'accord, ça n'est pas tant ce qui est cathartique, ça n'a pas la fonction cathartique qui est mise en avant. Effectivement, c'est regarder la monstruosité de là où on en est, du journal des chaînes d'infos continues, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais c'est pas là il y a 10 ans. Hein, effectivement, c'est un mouvement depuis 30-40 ans. Ça, je ne saurais. Ouais. On pourrait dire monstration d'une violence que le surmoi nous impose, monstration d'une violence que le surmoi nous impose de faire silencieuse. Hein, on pourrait dire quelque chose comme ça. Dans le cas précis de Fassbinder, on est en Allemagne, 25 ans après la fin de la guerre, dans un moment étouffant, en plus en Bavière, à un moment étouffant où toute forme de radicalité est dangereuse et suspecte, y compris politiquement, où on est plutôt au centre. C'est hyper patriarcal quand même la façon dont ça fonctionne dans le sud de l'Allemagne dans les années 60-70. Donc c'est aussi une volonté de choquer et de violenter ça et de créer un désordre un peu chez Fassbinder. Il y a ça. C'est pour ça que je veux connecter aussi à la bande à Bader. Ça vient dans cette période de l'histoire où les jeunes ressentent une forme d'étouffement, quelque chose d'assez lourd à porter. Hein. On est 20 ans après la guerre. Et donc là, c'est pour répondre spécifiquement sur Fassbinder. Mais je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Marc, tout à fait. C'était le ressort de la pièce de Nordet que j'évoquais en tout début, Je suis Fassbinder, qui était une espèce d'ode à Fassbinder. C'était pendant 2 heures ou 2h30 de spectacle, j'avais trouvé ça très très long, très difficilement supportable. Une monstration de la violence quotidienne, de la violence et de l'efflorescence des jouissances objectales. Mais du coup, il n'y a pas, comme le disait Marc Morali, il n'y a pas d'effet cathartique. C'est vraiment le spectateur est sidéré et c'est tout ce que ça peut faire. Après, ça pose la question de la forme. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord avec ce que vous dites.
Ça m'a posé la question de la forme. C'est-à-dire qu'on a abandonné aussi la question de la forme au théâtre. Le cinéma a gagné du terrain quand même au théâtre. Il y a de moins en moins d'interrogations réelles sur la forme, sur comment on écrit, comment on dit un texte, comment on joue. Il y a quelque chose qui a disparu et qui était essentiel, évidemment, si on parle de ces fonctions-là, cathartiques